On adore cette vie. C'est quand même vachement pratique. Un petit jus de raisin, hop là, c'est servi. On s'arrête sur le bord de la route. On demande un petit jus de raisin. Un double, allez, 2 doubles. Ouais, 2 doubles. On prend aussi du raisin comme ça. Et ça nous coûte 1 euro. Trop bon? Génial, c'est super bon. Bonjour. Bonjour. Quand nous étions à Popayan, nous avions hésité à prendre la direction de San Agustín. Ça aurait été plus logique. Et en fait, nous avons rencontré un couple dans le fameux café où on cherchait notre route, qui venait de San Agustín et qui avait mis 14 heures à faire cette route à cause de la fameuse déviation qui permettait de contourner l'éboulement sur la panaméricaine par l'Amazonie. Et donc, vous voyez, il y a des effets induits du trafic, en fait, parce qu'il y a une route qui s'appelle la route du trampoline de la mort, qui était passée en sens alterné, alors que normalement un double sens, et donc il y avait une déviation du trafic sur la route que nous, on pouvait prendre pour aller de Popayan à San Agustín. Voilà, donc quand ils nous ont dit qu'ils avaient mis 14 heures, On s'est dit, puis 14 heures, hyper difficile, hein, apparemment. Voilà, donc du coup, on est allé à Silvia, chez Kika. De chez Kika, on s'est reposé la question. Du coup, elle a appelé quelqu'un qui tient un camping à San Agustín, qui lui a dit, je sais pas vraiment, j'ai pas emprunté cette route, mais il y a des clients qui sont venus et ils ont mis 5 heures. On s'est dit, ok, 5 heures, on va à San Agustín. Et on a mis 8 ou 9 heures. Donc entre les deux, en fait, dit comme ça, c'est tout simple. Bon, c'est pas infaisable, c'était juste une grosse journée de traversée des montagnes, dans la montagne, mais c'était pas très agréable dans le sens où on avait le sentiment d'affronter en fait un trafic un peu hostile, parce qu'il y avait en face de nous beaucoup de camions qui venaient et qui se mettaient vraiment au milieu de la route, hein. C'est un peu la règle du plus gros qui passe en premier. Donc très peu de considération pour les gens qui venaient en face, et puis du coup obligation pour nous de nous arrêter complètement, parfois pendant 30 secondes, 1 minute, le temps que le trafic s'écoule, mais ça tout le temps. Donc c'était une circulation hachée, et puis on a eu une partie de piste qui était plus difficile qu'on ne pensait. Donc ça n'a pas été un trajet très agréable, mais enfin nous sommes arrivés à San Agustín et on a été content en fait de ce choix-là, parce que San Agustín nous a révélé une Colombie déjà différente. Pour commencer, on est plus bas, donc la température est un peu plus douce. Et puis tout l'environnement est un peu différent, il est verdoyant, et surtout San Agustín, c'est très connu pour le parc archéologique. Alors de quoi s'agit-il? Comme souvent en Amérique du Sud, il s'agit d'une sorte de trésor archéologique au sujet duquel on n'a pas beaucoup d'informations. Parce que ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de statues. Il y a 500 statues. Elles sont assez intrigantes, elles sont assez belles par certains côtés. Il y a un style, on va dire, qui nous a instantanément fait penser, on n'était pas seul, au Moai de l'île de Pâques, un peu plus petit. Alors ça se caractérise notamment par la présence des dents. Les créatures qui sont représentées, mi-humaines, mi-animales, sont en général ornées de dents très pointues, dont les canines sont mises dans un ordre particulier, ou bien les canines du bas dépassent les canines du haut, ou bien c'est l'inverse selon les cas. Mais c'est surtout ça qui est caractéristique, je dirais, du point de vue stylistique. Ce dont ils sont à peu près sûrs, c'est qu'il s'agit d'un endroit de cérémonie. C'est un endroit qui est dédié au culte des morts. Oui, parce qu'il y a beaucoup de tombeaux, il y a des sarcophages. Mais effectivement, ils ne savent pas pourquoi ils sont venus là, pourquoi ils sont partis. C'est le grand mystère. Alors ce qui est bien, c'est que d'ailleurs, comme l'île de Pâques, on peut filer la métaphore, on peut imaginer tout un tas d'explications, alors plus ou moins mystérieuses, et donc ça nourrit un peu l'aspect légendaire de l'ensemble. Alors, quand on paye l'entrée dans ce parc, on a la possibilité, on a 2 jours. Si on le souhaite, pour visiter 3 autres parcs dans le même style. Ce que nous, honnêtement, on n'a pas fait. On en a fait un toute la journée. On a vraiment pris notre temps. Il se fait en 2 heures de temps. Nous, on a mis la journée. Le début de la visite,
c'est un petit musée. Bon, alors on a de nombreuses statues qui se caractérisent par un style qui est commun. Elles ont toutes des traits, a priori des traits humains, mais avec un certain nombre d'attributs animaux. Et surtout, personne n'est d'accord sur l'interprétation à donner à ces statues. On ne connaît pas leur rôle, on ne connaît pas leur signification. Et si bien que tous les éléments bibliographiques, enfin les petites pancartes, se terminent par des points d'interrogation parce que... parce qu'ils ne savent pas. Au moins, les scientifiques ont le courage d'admettre qu'ils n'ont aucune idée. Ouais. Par exemple, lui, le petit panneau va nous dire qu'est-ce qu'il tient dans ses mains. Est-ce que c'est un reptile? Est-ce que c'est un poisson? Et la visite du parc commence par une jolie promenade sous bois, où là, il y a 32 statues qui ont été trouvées un peu partout, mais aussi dans les maisons. Parce qu'il y a longtemps, en fait, en Colombie, on trouvait les choses et on se posait pas la question, on les gardait, on les mettait dans sa maison, jusqu'au jour où ils ont compris l'intérêt historique de ces statuettes, ils les ont récupérées pour les mettre dans ce parc. Et on doit ajouter que c'est très bien fait d'un point de vue de l'agencement et du mariage entre les statues et la végétation, parce que la promenade en elle-même, même s'il n'y avait pas les statues, serait déjà très très agréable. Il y a des belles essences végétales, Oui. tout est étagé, il y a un beau relief. Donc c'est vraiment une sorte de promenade un petit peu dans un ailleurs imaginaire, parce que comme on n'a pas beaucoup d'explications, on ne sait pas très bien quelle est l'explication détaillée de chaque statue, mais l'ensemble dégage crée une atmosphère harmonieuse, dégage un sentiment de paix. Parfois, on se retrouve sur des espaces beaucoup plus ouverts, avec de jolis panoramas. Bon, comme on l'a dit, on est resté vraiment longtemps, on est resté toute la journée dans ce parc. Donc, à la mi-journée, on est monté à un super point de vue, avant de s'octroyer une pause déjeuner dans un super petit resto. On a mangé des empanadas avec un super jus de mangue. Il y avait un tout petit chaton, c'était vraiment cool. Et puis à côté, dans le même resto, il y avait quelqu'un qui faisait la panela, c'est-à-dire du sucre à base de canne à sucre. De canne à sucre qu'on mange à toutes les sauces, aussi bien en jus qu'en sucre normal en Colombie. Et alors, peut-être qu'à San Agustín, il y a un village ou une ville sans doute intéressante avec des restaurants, etc. On doit confesser qu'on n'a pas fait tout ça. On s'est promené rapidement dans la ville. Oui, on est rentré en taxi du parc. On cherchait à faire enregistrer un téléphone, ce qui est pas une chose facile en Colombie. On a d'ailleurs échoué localement. Mais on a juste visité rapidement ce village. On est resté que 2 nuits sur place, je crois. Et on est reparti aussitôt vers le nord. On estimait à tort ou à raison qu'on avait un peu épuisé les charmes archéologiques de cette région. Et puis on reprend la route. Alors c'est une route qui pour nous est une sorte de synthèse de la route qu'on fait habituellement quand on est dans le pays, en Colombie, ou même plus généralement en Amérique du Sud. C'est-à-dire que ce qui est commode, c'est qu'on peut s'arrêter à tout moment en bord de route pour acheter des fruits, pour acheter des boissons, pour déjeuner, le cas échéant. Et puis, il y a un côté un peu folklorique, des petits véhicules locaux, des charrettes, des bus, etc. Là, pour ceux qui s'interrogeraient, la conduite est plutôt facile. La plupart des routes sont goudronnées. On a un pays avec une infrastructure plutôt en bon état. Il se trouve que parfois les routes sont bloquées pour les travaux, c'est ça qui nous fait perdre du temps. Mais sinon, en général, le code de la route est assez bien respecté, tout se passe relativement bien. Pour reprendre la petite vidéo d'introduction, voilà comment on fait pour boire nos jus. No corre! T'en veux plusieurs? Si. Si. Gracias. Entonces está bien, ¿no? Si.
Disons que pour les gens qui s'interrogeraient sur la difficulté qu'il y aurait, qui auraient peur, qui hésiteraient un petit peu à partir en se disant « Oh là là, mais comment ça va se passer la conduite ?» Il n'y a vraiment pas de problème en général. On s'habitue assez vite au style de conduite. Il y a peut-être une difficulté qui consiste à gérer les camions, parce qu'il y a pas mal de camions qui vont à différentes allures. Et puis il faut se méfier des terribles ralentisseurs qui sont parfois marqués en jaune à la peinture sur le sol, mais parfois on ne les voit pas très bien. Donc une fois qu'on a bien intégré le fait qu'il y avait un risque qu'il y ait des ralentisseurs un peu partout à l'entrée des villes en particulier, ça se passe relativement bien et on a le sentiment qu'on est dans un pays qui est tout à fait facile pour le tourisme automobile. Oh là, oh là, oh là. Les Sud-Américains, ils aiment tellement la musique que parfois, c'est la cacophonie. Et on est reparti vers le nord. Donc après, en gros, quand on est rentré en Colombie, on a fait un crochet vers l'est. On a changé de vallée parce qu'il y a plusieurs chaînes à la cordillère des Andes. Et là, on était dans la deuxième vallée, celle qui est la plus à l'est. On est donc remonté le long de cette vallée vers le désert de Tatacoa, qui constitue un écosystème tout à fait à part et dont on vous parlera dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien À bientôt. et à très bientôt.